pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir via Zoom Madame Dina El-Kurdi. Vous êtes professeure à l'Université d'Alexandrie. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Docteur Dina El-Kurdi, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez, monsieur? Est-ce que vous m'entendez? Allô? Premièrement, je voudrais savoir, c'est quoi exactement l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que ça contribue à l'amélioration de notre vie, etc. L'intelligence artificielle, c'est comme des algorithmes que nous programmons ou bien que nous alimentons, nous les personnes ou bien les programmeurs, pour que cette intelligence-là puisse imiter l'intelligence humaine. Et donc il s'agit d'algorithmes qui vont faciliter la tâche aux humains au lieu de faire la tâche de A à Z. Donc ces algorithmes-là peuvent imiter ce qui peut être fait de la part de l'humain dans n'importe quelle situation. C'est-à-dire, si par exemple, comme vous l'avez mentionné dans votre introduction, monsieur, l'intelligence artificielle et son rôle par exemple dans les médias. Alors, dans le temps, nous voyons par exemple que pour faire la présentation, pour organiser n'importe quel programme télévisé, donc il y avait les rédacteurs en chef qui peuvent avoir recours à plusieurs sites internet pour chercher les informations et pour écrire les articles et ainsi de suite. Mais maintenant, avec l'intelligence artificielle et avec quelques outils, alors donc nous pouvons par exemple dire le topic ou bien l'intitulé du sujet que nous voulons par exemple aborder avec nos spectateurs, et après cela l'intelligence artificielle va avoir recours à tous ces sites-là internet pour chercher les informations et chercher les informations les plus pertinentes et bien sûr que nous allons lui demander, et par la suite va rédiger par exemple les articles, par exemple peut les traduire s'il s'agit d'articles par exemple d'autres langues, et va par exemple nous faire la présentation dont nous avons besoin. C'est ça. C'est très clair. Alors, vous avez parlé quand même des avantages de l'intelligence artificielle dans les médias, mais comment savoir comment garantir que c'est la bonne information, que c'est pas de deepfake? Alors ça, c'est une très grande question quand même, surtout pour les journalistes. Oui, effectivement, comme vous l'avez mentionné, bien sûr, grâce bien sûr aux technologies maintenant de deepfake, donc nous devons vraiment chercher l'information ou bien vérifier est-ce que l'information qui a été donnée par l'intelligence artificielle est la plus pertinente ou non. Sinon, bien sûr, nous allons affronter un très grand problème avec bien sûr les informations qui sont erronées. Alors c'est pour cela que nous ne pouvons pas garantir que les informations qui peuvent être données par l'intelligence artificielle vont être bien sûr justes à 100%, mais nous pouvons travailler nous-mêmes par la suite à faire disons une post-édition de notre part, ou bien une recherche plus approfondie pour vérifier est-ce que les informations sont erronées ou bien ne sont pas erronées, surtout maintenant comme vous l'avez mentionné monsieur, avec le deepfake, n'importe quelle personne peut fabriquer n'importe quelle information ou bien peut fabriquer n'importe quelle vidéo et diffuser la vidéo. Il y a aussi des personnes qui peuvent croire en la véracité par exemple de cette vidéo et peuvent commencer à la diffuser et à dire que c'est une vraie vidéo. Pourtant c'est pas bien sûr une vraie vidéo. Donc c'est pour cela que vraiment il y a des avantages, il y a bien sûr un gain de temps, et nous allons par exemple avoir recours à la technologie qui va nous faciliter la tâche pour que nous puissions avoir recours au contenu, mais quand même il y a beaucoup aussi de défis, comme vous l'avez mentionné, le deepfake et le fait de fabriquer des vidéos qui sont erronées. Donc voilà, ça c'est une information qui doit être prise en considération.
ou bien chercher dans des sources qui sont fiables. Voilà. Oui, effectivement. Bon, docteur Dina El-Kordi, je rappelle que vous êtes professeur à l'Université d'Alexandrie. Quel rôle l'intelligence artificielle joue-t-elle dans le renforcement de la sécurité nationale? Et c'est un point très important, je crois. Oui, effectivement, ça c'est un point qui est très important. Nous ne pouvons pas nier le rôle de la technologie maintenant et le rôle de l'intelligence artificielle dans tout ce qui concerne la cybersécurité. Premièrement, avec bien sûr la cybersécurité, nous pouvons garantir notre infrastructure numérique, notre gouvernance numérique de n'importe quelle rumeur, de n'importe par exemple quelle fausse information. Ça c'est très important parce que si jamais nous allons parler par exemple de la suprématie d'un pays, il ne s'agit pas seulement en fait de ses capacités militaires, mais de ses capacités pour faire face à n'importe quelle cybermenace. Et donc ça c'est très important, étant donné que nous pouvons voir qu'il y a des campagnes de manipulation et nous devons vraiment garantir la fiabilité bien sûr des informations. Et maintenant concernant la cybersécurité, ça c'est un point qui est vraiment très important pour n'importe quel pays, parce que parfois nous pouvons trouver, comme nous l'avons vu dans le temps, il y a par exemple des jeunes ou bien des hackers ou bien des pirates qui peuvent avoir recours à violer la cybersécurité de n'importe par exemple quelle banque, de n'importe quel établissement. Nous pouvons voir cela qui peut être fait avec le pays. Donc la solidarité ou bien vraiment nous pouvons mesurer la solidité du pays d'après vraiment son niveau dans la cybersécurité pour veiller à tout ce qui concerne vraiment son domaine, par exemple dans la cybersécurité, dans la cybermenace et dans les cyberattaques et tout cela. Parce que vraiment les informations des pays sont vraiment très très chères et sont vraiment très très importantes pour les pays. À votre avis, les étudiants d'aujourd'hui qui font des études de l'IA, alors est-ce qu'ils deviendront des inventeurs? C'est-à-dire, est-ce que l'IA va les aider à inventer des appareils, de nouveaux systèmes, etc. En fait, oui, ça dépend de leur niveau de l'utilisation de l'IA. Parce que moi, personnellement, j'ai vu ça avec mes étudiants. Les étudiants, toujours, ont recours à l'IA. Et je ne peux pas, bien sûr, leur dire de ne pas aller chercher sur l'IA. Parce que c'est impossible. C'est-à-dire, même si nous allons leur dire c'est interdit d'utiliser l'intelligence artificielle dans la rédaction, par exemple, de n'importe quel article, de n'importe quel devoir ou bien n'importe quelle recherche, bien sûr, ils vont avoir recours à ça. Alors, donc si par exemple ils vont recours à l'IA, bien sûr moi je leur dis vous devez vérifier la véracité des informations, ou bien les informations sont fiables ou bien non. Ça c'est la première chose. Et deuxième chose, ne copiez pas coller comme ça l'information que vous avez eue. C'est-à-dire vous, en tant qu'être humain, vous pouvez utiliser l'IA pour vous donner quelques informations, pour vous doter ou bien pour vous alimenter de quelques informations, et après cela, prenez ces informations-là, essayez de faire des recherches supplémentaires pour que vous puissiez vraiment rédiger par exemple ou bien faire votre devoir. Mais le fait de copier-coller et après cela dire que ça c'est votre travail personnel, bien sûr ça c'est interdit et ça ne fait pas partie bien sûr de l'éthique, bien sûr de l'utilisation de l'IA. Par la suite, donc si l'étudiant va commencer vraiment à utiliser l'IA 100% et ne va pas bien sûr avoir des réflexions personnelles, ou bien il ne va pas par exemple avoir recours à faire, je ne sais pas, des recherches supplémentaires, alors avec le temps vraiment il va commencer à être un peu paresseux. Il ne va pas réfléchir, il va toujours être collé à l'IA, à n'importe quel moment, donc il essaie toujours d'avoir recours à n'importe quel outil de l'IA que nous connaissons pour lui poser n'importe quelle question pour avoir la réponse. Donc il ne va pas vraiment commencer à imaginer ou bien par exemple à développer quelque chose. Mais l'IA quand même peut me donner des informations, donc je vais avoir recours à vérifier ces informations pour que je puisse continuer mon travail. Par exemple s'il s'agit par exemple d'une recherche universitaire ou bien par exemple d'une publication universitaire sur laquelle je suis en train de travailler. Et c'est la même chose aussi pour les
des inventeurs. Par exemple, donc l'IA peut me donner une idée, une invention par exemple, sur laquelle je peux bien sûr travailler et je peux par exemple la développer par la suite. C'est ce que je peux faire. Oui, mais ça dépend bien sûr, oui, du degré de l'utilisation de l'IA. Vous avez mentionné un point très important, c'est la stagnation du cerveau de l'homme en général. Comme je donne un petit exemple, par exemple, après l'invention de la calculatrice, on ne fait pas de calcul avec la tête, ce qui a arrêté quand même cette activité dans notre cerveau. Alors, est-ce que l'IA va affecter vraiment les capacités mentales de l'être humain en général? Oui, effectivement, si par exemple nous allons l'utiliser beaucoup, sans réfléchir, au fur et à mesure, comme ça, à n'importe quel moment, c'est-à-dire je peux avoir recours à l'IA. Je connais même moi des personnes, c'est-à-dire des amis qui peuvent avoir recours vraiment à l'IA de temps en temps, toujours à chaque minute comme ça, pour lui poser une question. Qu'est-ce que je vais faire comme par exemple comme repas? Qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Par exemple, j'ai un tel problème familier, j'ai un tel problème personnel. Quels sont par exemple, vos conseils? C'est-à-dire, il y a des personnes qui ont pris vraiment les outils de l'IA, c'est comme un psychiatre ou bien je ne sais pas, c'est comme une personne qui est vraiment très intime, à qui je peux, par exemple, révéler les secrets et raconter tout ce que je veux. Donc, vous pouvez donc imaginer une telle personne qui peut avoir recours à l'IA à n'importe quel moment de la journée pour lui poser, je ne sais pas, n'importe quelle question. Et alors, cette personne-là, au moment du travail, va vraiment avoir recours, bien sûr, à l'IA pour lui faire la tâche, pour lui écrire le mail, pour lui faire la traduction, pour par exemple lui écrire l'exposé. Donc avec le temps vraiment il y aura une stagnation de cerveau. Vraiment ça va passer comme ça. C'est comme par exemple comme vous l'avez mentionné, par exemple avec la calculatrice, c'est la même chose par exemple avec la télécommande. Dans le temps on peut se déplacer pour aller par exemple, je ne sais pas, et diminuer le volume par exemple de la télévision. Maintenant avec par exemple la télécommande pour n'importe quelle machine, maintenant c'est la même chose aussi pour par exemple le respirateur et ainsi de suite. Donc on ne fait pas d'exercice physique. Donc imaginez la même chose bien sûr peut y avoir lieu si jamais nous n'allons pas vraiment essayer d'utiliser notre cerveau et nous allons nous contenter de ce qui est écrit par l'IA. L'IA est entrée dans presque tous les domaines dans le monde. Alors, est-ce qu'il y aura des limites ou bien c'est ouvert d'une façon incroyable dans tous les domaines vraiment sur Terre? Pour le moment, je vois que vraiment c'est ouvert, c'est ce que je peux sentir maintenant, donc il n'y a pas de limite, c'est-à-dire nous pouvons trouver l'IA dans n'importe quel domaine dans la vie, c'est-à-dire il y a l'IA maintenant dans la recherche scientifique, il y a l'IA par exemple dans l'éducation, et l'IA nous pouvons le trouver par exemple en tant que robots qui peuvent faire des opérations par exemple médicales, et nous pouvons par exemple l'IA c'est comme des robots que nous pouvons trouver qui peuvent faire par exemple je sais pas, faire la vaisselle ou bien faire n'importe quelle chose, faire le ménage par exemple à la maison. Nous pouvons le trouver aussi dans le temps maintenant, ou bien maintenant nous avons vu que dans quelques pays maintenant il y a la voiture qui peut être conduite avec par exemple l'IA, et maintenant nous avons pu trouver aussi l'IA dans la traduction et dans l'interprétation de conférences même, et par exemple dans le domaine de droit il y a parfois mais moi c'est-à-dire je suis pas sûr de ça jusqu'à maintenant, mais nous avons vu quelques initiatives. Il y a par exemple l'avocat qui peut comparaître par devant le juge par exemple, mais c'est un robot qui va être alimenté par des informations. Dans le domaine même du média, nous avons vu des présentateurs qui sont vraiment des IA. Et bien sûr dans tous les métiers maintenant, il y a pas mal de métiers qui ont été vraiment envahis par l'IA, et je ne sais pas, ces métiers peuvent disparaître dans le temps, ou bien c'est-à-dire nous en tant qu'êtres humains nous devons vraiment nous familiariser à ces outils-là de IA pour que nous puissions renforcer nos capacités personnelles, nos compétences, et pour que nous puissions nous améliorer nous-mêmes, pour que nous puissions vraiment être à la hauteur d'une personne qui sait utiliser les outils
outils, par exemple, de veille technologique ou bien les outils de IA. Ouais, ce qui veut dire qu'on va tous perdre nos métiers. Alors, est-ce que l'IA, est-ce que les savants et les experts de l'IA, ils ont pensé ou bien ils ont commencé à découvrir l'espace via l'IA pour faire des projets dans l'espace, pour envahir l'espace? Oui, c'est-à-dire nous voyons cela, par exemple, dans les journaux ou bien dans la presse en général, qu'il y a vraiment maintenant les robots et l'IA qui a vraiment commencé à envahir vraiment notre espace. Et vraiment l'IA a commencé à faire par exemple des projets. Par exemple, nous parlons par exemple du changement climatique ces jours-ci, nous parlons, je ne sais pas, par exemple de la guerre, c'est-à-dire les sujets qui sont à la une maintenant. Donc il y a toujours l'utilisation de l'IA par exemple comme vous l'avez mentionné, il y a la cyberattaque ou bien la cybermenace, la cybersécurité des pays et tout cela, et comment peut-on envahir tout cela. Donc ça se fait vraiment avec l'IA, avec quelques outils qui peuvent vraiment être propagés par exemple pour découvrir tout ce qui se trouve dans les pays. Si nous allons l'utiliser pour, par exemple, un point positif, il y a vraiment pas mal de projets qui concernent le changement climatique, l'énergie verte et tout cela, qui peuvent être faits vraiment avec l'IA. Donc, vraiment, nous sommes toujours au début, parce que, voilà, l'IA, c'est un sujet qui est à la une. Il y a, je ne sais pas, 2 ou 3 ans, nous parlons toujours de l'IA, mais je pense que l'avenir vraiment va nous faire voir des secrets que nous n'avons pas dévoilés avant cela avec l'intelligence artificielle, et nous allons être éblouis vraiment par ce que va faire l'intelligence artificielle avec le temps. En tant que professeur dans une université égyptienne, est-ce que vous trouvez que les études actuellement de l'IA dans les universités égyptiennes vont de pair avec les études à l'étranger, je parle des États-Unis, d'Europe, les pays avancés? Si vous parlez par exemple des études qui concernent l'intelligence artificielle, parce qu'il y a des spécialisations pour l'intelligence artificielle, par exemple à la faculté d'ingénierie et tout cela, je pense que oui, c'est-à-dire nous déployons de très grands efforts pour que nous puissions vraiment être à la hauteur. Je parle de ces départements-là qui sont consacrés ou bien qui sont concernés par l'intelligence artificielle, pour avoir un étudiant qui est diplômé de cette université ou bien de ce département-là avec un diplôme de l'intelligence artificielle comme à l'étranger. Vraiment, nous déployons de très grands efforts donc dans ce domaine-là pour être vraiment à la même hauteur de ces étudiants-là qui sont diplômés par exemple des États-Unis, des autres pays qui sont un peu vraiment développés dans ce domaine-là. Mais je tiens aussi à vous dire que pour aussi ces départements-là ont signé des accords de jumelage avec ces universités-là aux États-Unis ou bien en France ou bien en Angleterre, pour que l'étudiant puisse avoir un co-diplôme, comme on dit, des deux ces universités, une égyptienne et une aussi étrangère. Oui, c'est-à-dire nous travaillons sur cela vraiment. Oui. Est-ce que ça nous mène à une question qui parle aujourd'hui d'une guerre technologique dans l'IA entre les grandes puissances? Oui, effectivement, parce que la guerre, c'est pas la guerre. Si nous parlons par exemple de ces jours-ci, on ne parle pas bien sûr de la guerre dans sa forme traditionnelle, la guerre militaire, c'est-à-dire une char contre une autre char ou bien un avion contre un avion. Maintenant, vraiment la guerre, c'est la guerre de veille technologique, c'est la guerre de l'intelligence artificielle. Et comment puis-je, par exemple, être vraiment à la hauteur, ou bien par exemple, comment puis-je dominer le monde entier avec par exemple la technologie, et comment cette technologie-là puisse envahir les cerveaux par exemple des êtres humains, et par exemple avec le temps la personne ne va pas commencer à réfléchir, c'est-à-dire être en rétrétion, comment dire.
Et par la suite, nous allons avoir par exemple des robots, des outils ou bien des logiciels qui vont dominer le monde ou bien qui vont nous dominer nous-mêmes. Donc voilà, ça c'est la guerre maintenant de cette nouvelle génération-là. C'est pas la guerre traditionnelle, c'est vraiment la guerre des cultures, la guerre de la veille technologique. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la Chine vient de lancer une initiative comme quoi tous les pays, surtout les pays sous-développés ou bien en développement, qui se partagent tous la science de l'IA, et comme ça on va tous ensemble selon la charte ou bien le communiqué qui a été lancé par la Chine ou l'initiative. Est-ce que vous trouvez que c'est faisable, une telle initiative? J'ai entendu parler vraiment de cette initiative. Oui, peut-être que c'est-à-dire nous pouvons, pour les pays sous-développés, vraiment peuvent suivre cette initiative-là pour faire quelque chose ensemble. Et vraiment, mais quand même, c'est-à-dire nous devons vraiment faire attention parce que, c'est-à-dire, bien sûr, la Chine occupe une place très importante dans le domaine de la technologie et la Chine aussi veut quand même contrôler tout ce qui est fait, par exemple, dans le monde, à l'instar, bien sûr, des États-Unis. Alors, c'est pour cela que la Chine a eu cette initiative-là. Ça peut être une initiative que nous pouvons voir que c'est très intelligente et c'est très très importante, mais quand même, c'est-à-dire le fait aussi de voir ou bien de contrôler ce qui se passe dans les pays par exemple, les pays sous-développés et voir par exemple nous partager quelques informations. J'ai vu aussi que la Chine aussi a commencé à donner quelques cours par exemple sur des plateformes pour par exemple les personnes qui se trouvent dans le Moyen-Orient ou bien dans les pays africains, dans les pays les sous-développés, mais quand même donc nous devons vraiment voir qu'est-ce qui est derrière vraiment cette initiative-là dans le futur. Mais quand même, ça c'est ok, ça c'est une initiative vraiment avec laquelle nous pouvons commencer, mais quand même nous pouvons prendre par exemple les avantages de cette initiative et aller par la suite voir ce que nous pouvons faire par la suite nous-mêmes en tant que pays au niveau individuel ou bien par exemple au niveau du Moyen-Orient. Une très bonne réponse. Alors, selon vous, comment l'Égypte peut-elle tirer parti de l'IA tout en limitant les risques ? En fait, nous sommes très très intelligents donc dans cela. C'est-à-dire, il y a beaucoup de cours que nous pouvons suivre et au niveau individuel. C'est-à-dire, je vois pas mal de plateformes qui font partie, par exemple, des organisations internationales qui peuvent donner des cours sur l'intelligence artificielle, quel que soit le niveau de la personne qui suit le cours. Alors, nous pouvons commencer, nous, en tant que citoyens, c'est ça vraiment, c'est très important pour nous sensibiliser au moins. Parce que comme vous l'avez mentionné au début, il y a de deepfake toujours, il y a la désinformation toujours et des vidéos qui sont erronées. Donc nous devons avoir une certaine sensibilisation, une campagne de sensibilisation, donc pas mal de plateformes qui offrent ce cours-là. Mais quand même, le pays, bien sûr, peut avoir des jumelages ou bien des diplômes ou bien, je ne sais pas, des ateliers de renforcement de capacité avec les autres pays pour que nous puissions vraiment tirer bien voir les avantages bien sûr de l'IA et aussi les risques de l'IA pour que nous puissions vraiment nous progresser et être vraiment au niveau de ces pays-là. Et je pense que nous, bien sûr, en tant que gouvernement, nous sommes vraiment très intelligents à faire ça. Et nous avons vu vraiment la gouvernance électronique et l'intelligence artificielle qui a été propagée dans la plupart, en fait, des secteurs et des domaines dans le pays. Et voilà, ça c'est un début. Et nous pouvons continuer par la suite, bien sûr, en accordant toujours des jumelages avec les autres pays ou bien les institutions qui sont concernées par l'intelligence artificielle et la veille technologique. Une dernière question, docteur Dina. Alors, comment trouver un équilibre entre innovation technologique, protection de la vie privée et sécurité ?
Oui, ça c'est un point qui est très important et comme je vous l'avais mentionné, il y a un tout petit peu, il y a des personnes qui utilisent l'IA, c'est comme par exemple un ami intime, par exemple je vais ouvrir un tel outil et je vais commencer à lui dire mes informations personnelles, avec qui je vis et ainsi de suite. Donc tout cela bien sûr c'est pas bien, c'est-à-dire c'est pas de l'éthique comme vous l'avez mentionné. Alors c'est pour cela que vraiment je peux utiliser l'IA, donc je dois faire vraiment un équilibre. Je ne peux pas bien sûr dire c'est interdit d'avoir recours à l'IA, je peux vraiment avoir recours à l'IA, mais dans certaines limites. Ne pas toujours révéler mes secrets parce que vraiment l'IA c'est toujours dans ses débuts, donc je peux prendre toutes ces informations là personnelles, je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut faire avec ces informations là personnelles par la suite, parce que vraiment ça c'est par exemple les programmeurs qui travaillent sur cet outil là peuvent prendre ces informations là personnelles et peuvent par exemple les alimenter par exemple des bases, je ne sais pas, des databases comme on dit. Et donc il doit y avoir un certain équilibre donc dans ça. Et pour par exemple les personnes qui peuvent l'utiliser, je ne sais pas, pour par exemple préparer un mail, je ne sais pas, répondre à des questions, faire les devoirs et tout cela. Donc vous pouvez ou bien chercher n'importe quelle information. Ok, ça peut vous aider, l'IA par exemple, à faciliter la tâche, par exemple à réduire le temps que vous allez prendre. Mais faites attention, vous ne devez pas bien sûr dire que c'est vraiment c'est ma réponse ou bien c'est vraiment la traduction finale. Je dois réviser, je dois vérifier et je dois voir si c'est bon ou non. Donc voilà, ça c'est l'équilibre. Donc sinon vraiment donc je vais perdre le fil et par la suite je vais c'est-à-dire laisser ma vie à l'intelligence artificielle. Je vais commencer bien sûr à être un peu paresseuse ou bien très très paresseuse et bien sûr c'est moi qui vais perdre. Il n'y a que moi qui vais perdre en fait. Donc c'est vraiment, nous devons faire attention à ça. Je vous remercie beaucoup, Dr Dina El Kordi. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université d'Alexandrie. Vraiment, vous avez donné des réponses très riches, très claires et vraiment, je vous remercie de tout mon cœur. Alors, c'est la fin de notre émission d'Oracle du Nil. Rendez-vous demain à la même heure. Très très bonne soirée. Au revoir.